Bonjour tout le monde, chers maîtres, chers confrères, honorable assistance. On continue avec cette quatrième session avec ce thème intitulé conduite à tenir devant une atrésie choanale bilatérale. Donc, pourquoi ce thème? Parce que c'est une affection où plusieurs spécialistes peuvent être confrontés. Tout d'abord dans une salle d'accouchement, une sage-femme, le gynécologue obstétricien, le pédiatre, l'ORL et le médecin réanimateur anesthésiste. L'atrésie choanale, c'est une malformation congénitale. On est devant une obstruction totale ou subtotale des orifices postérieurs des fosses nasales. Donc, elle se produit généralement dans la 4e semaine de la vie embryonnaire, avec absence d'ouverture de la membrane naso-buccale. Donc, c'est une affection rare. On a une naissance sur 5000, voire une naissance sur 8000. On a une prédominance féminine, mais c'est juste une constatation épidémiologique. On n'a pas d'explication ischiopathogénique. Donc, on a deux formes. La plus fréquente, c'est l'unilatérale et la bilatérale, le thème de notre communication. Donc, pour sa nature, je citerai par ordre de fréquence. Donc, la nature mixte, osseuse ou membraneuse. Donc, généralement, elle est isolée, mais peut être associée à des syndromes polymalformatifs tels que l'association de charge. Donc, on retrouve dans 50% des cas. Donc, cette association comprend une coloboma, une atteinte cardiaque, une atrésie choanale, un retard de croissance, donc un hypogénitalisme et un problème auriculaire, soit l'atteinte de l'oreille externe ou l'oreille interne avec une perte de l'audition. Donc, pour le rappel anatomique, je vais passer brièvement. On a quelques particularités anatomiques chez le nouveau-né qui ne lui permet pas, en dehors des cris, d'avoir une respiration buccale. Donc, il a un larynx qui est ossitué avec une longueur de voile qui lui ferme l'oropharynx. Pour la croix normale, c'est le passage de le passage des fosses nasales vers le rhinopharynx, et il est limité en arrière par le rhinopharynx, en haut par l'os sphénoïde, en latéral par la lame perpendiculaire de l'os du palatin et l'apophyse ptérygoïde, en dedans par le vomer qui est un os postérieur de la cloison nasale. On a une autre particularité anatomique, la choane elle est nettement plus oblique chez le nouveau-né, elle est orientée en haut et en arrière. Donc, à sa section, elle forme un triangle de 7-8 mm de côté. Donc, pour la choane pathologique ou la choane attrétique, qu'on appelle aussi la zone attrétique ou mur attrétique, elle se trouve au niveau de la jonction palato-maxillaire. Donc, cette zone concerne en fait le quart postérieur de la fosse nasale. Donc, c'est quoi? C'est une fusion de la paroi latérale et de la paroi médiale. Donc, la paroi latérale étant constituée de la lame perpendiculaire du palatin et l'apophyse ptérygoïde, et la paroi médiale par le bord postérieur du vomer. Donc, souvent, c'est la fusion de ces deux structures. Elle dépend des deux structures, mais parfois, on a un vomer qui est plus épais par rapport à la normale. Donc, quelle conduite à tenir devant une atrésie choanale? Donc, tout d'abord, il faudrait la reconnaître, la classer, éliminer les autres malformations, la traiter en urgence dans une salle d'accouchement, par la suite dans un bloc opératoire et savoir la surveiller. Donc, comment reconnaître une atrésie choanale? Donc, on est devant un nouveau-né de quelques minutes de vie. On est devant une détresse respiratoire haute initiale et sévère allant vers la cyanose jusqu'au premier cri. Donc c'est une détresse respiratoire qui cède lorsque l'enfant commence à crier ou à pleurer, donc il ouvre sa bouche. Mais dès qu'il cesse de pleurer, on a une fermeture de la bouche, donc on a les difficultés respiratoires qui réapparaissent. Donc devant ce tableau, on a recours au cathétérisme nasal, donc par une sonde souple qui est glissée délicatement dans la fosse nasale du nouveau-né, qui bute donc généralement à 3-4 cm après, donc c'est la longueur de la fosse nasale d'un nouveau-né. Donc, notre nouveau-né bénéficie par la suite d'une endoscopie nasale, donc une fibroscopie nasale. Donc, elle est réalisée après aspiration des sécrétions mycoïdes qui se retrouvent au-delà, donc en avant du mur attrétique. Donc, elle objective l'obstruction, comme on le voit ici dans ces deux figures. Donc, c'est des images d'endoscopie nasale. Celle d'en haut, c'est une fosse nasale droite, celle du bas, c'est une fosse nasale gauche. Donc, on remarque qu'au lieu d'avoir une vue sur le rhinopharynx, le cavum, on a une obstruction par le mur attrétique.
Donc, comme examen complémentaire, donc on a le TDM du massif facial sans injection. Elle nous confirme le diagnostic, elle confirme l'obstruction de la partie postérieure de la fosse nasale. Donc, comme on le voit dans dans ces images, la première, donc c'est une coupe axiale d'une TDM sans injection. On voit qu'on a une atrésie coronale bilatérale et osseuse. Celle-ci, je l'ai juste mise, mais elle ne rentre pas dans le cadre de la communication, juste pour voir la différence avec une atrésie coronale unilatérale. Ces deux coupes-là du bas, donc une coupe coronale et une coupe axillaire, donc ce sont des images d'un nouveau-né qu'on a opéré à notre niveau il y a une dizaine de jours. Donc elle présente une atrésie coronale bilatérale osseuse. Donc la TDM aussi, hormis qu'elle nous confirme le diagnostic, elle nous permet de classer donc notre atrésie coronale dans 70% des cas, les atrésies sont des formes mixtes, donc osseuses et membraneuses, 30% seulement étant purement osseuses, donc les atrésies purement membraneuses sont exceptionnelles. Donc, avant toute prise en charge chirurgicale, l'élimination des autres malformations donc, est impérative parce que certaines malformations changent la conduite à tenir et parfois engagent même le pronostic vital. Donc, on a un délai de quelques jours nécessaire pour réaliser donc, les bilans. Au minimum, avoir une échographie cardiaque et une échographie abdomino-rénale, un examen ophtalmologique et même par la suite des tests auditifs. Donc, pour le traitement comporte deux volets. Donc, le premier, c'est le traitement d'urgence, en salle d'accouchement, donc devant un nouveau-né qui présente une détresse respiratoire qui cède aux cris et aux pleurs. Donc, après avoir mis un cathétérisme qui bute dans les fosses nasales, il faudrait mettre en place une canule de Guédel adaptée au nouveau-né. Donc, comme vous voyez, cette canule de Guédel permet de libérer la cavité buccale et permet le passage de l'air. Ensuite, on a le traitement chirurgical. Donc, il a un but de rompre l'atrésie, d'assurer le passage de l'air à travers les fosses nasales. Donc, on a une reperméabilisation chirurgicale du mur atrétique. Jadis, auparavant, ça se faisait à vif, aux urgences, mais c'est maintenant abandonné. On le fait sous anesthésie générale, soit par une simple sédation, un masque laryngé, ou voire même une intubation orotrachéale. Il existe plusieurs techniques, donc elles dépendent de l'opérateur et du plateau technique. Donc, on a la voie la plus utilisée, la voie transnasale, qui comporte deux techniques. La dévulsion, donc c'est la technique la plus utilisée dans notre pays et dans notre région. Donc, elle consiste en introduction d'une pince hémostatique à travers les fosses nasales jusqu'à buter contre le mur atrétique et l'ouvrir. Donc, elle est de plus en plus remplacée par une technique avec une vue, donc pas grâce à une endoscopie rigide, mais qui doit être adaptée à la taille des fosses nasales d'un nouveau-né. Et grâce à un micro-débrideur ou une fraise, pareil, adaptée à la taille d'un nouveau-né pour pouvoir rompre le mur atrétique. La voie transpalatine, donc elle est généralement utilisée à différer. Certains auteurs parlent même jusqu'à 18 mois. Donc elle permet d'avoir c'est à travers la cavité buccale de faire une trépanation de la voûte palatine pour avoir un accès large de notre colonne atrétique. Il vous reste 2 minutes. D'accord. Je termine pratiquement. Donc, pouvoir réséquer notre mur atrétique. La voie transseptale, elle est rarement utilisée, donc il suffit de décoller les muqueuses de notre septum et avoir un accès au vomère pour pouvoir le réséquer. Donc, par la suite, après avoir opéré le malade, il faudrait éviter la récidive et la cicatrisation sténosante de cette zone atrétique. On le fait comment? C'est grâce au calibrage. Donc, ce calibrage-là se fait grâce à des sondes d'intubation, des sondes nasogastriques. Donc, on voit dans cette image-là. Donc, on introduit à l'intérieur des fosses nasales, donc qui sont adaptées à leur taille et elles sont fixées avec un fil transcollimulaire. Donc, à travers ce calibrage, des aspirations et des lavages doivent être faits, doivent être abondants et pluriquotidiens pour éviter qu'ils se bouchent. Et un changement de sonde se fait au fur et à mesure de la cicatrisation et de l'évolution du nouveau-né. Pour la surveillance, juste en post-opératoire, il est gardé en néonatologie ou en réanimation néonatologique pour voir l'adaptation à sa reperméabilisation et surtout s'il y a des malformations pour voir continuer leur diagnostic et leur prise en charge. Sinon, par la suite, il doit avoir une surveillance chez le pédiatre et chez son chirurgien ORL.
Donc, je termine pour dire que le diagnostic, il est facile devant le tableau clinique. Il est confirmé par l'endoscopie nasale et la TDM. Mais il faudrait donc le progrès réalisé en instrumentation pratique chirurgicale endonasale ont amélioré les résultats. Mais devant une atrésie bilatérale avec un syndrome polymalformatif, malheureusement, c'est un facteur de comorbidité majeur pour ces enfants par rapport au déjà pronostic vital et même par rapport aux récidives. Voilà, merci pour votre attention. Merci d'avoir